Cela fait 60 ans que le dollar est à l'épicentre de l'ordre monétaire international. Et pourtant, ce système a connu bien des crises et des turpitudes depuis l'effondrement des parités fixes. Sous Richard Nixon, le secrétaire d'État au Trésor John Connolly pouvait déjà faire cette confession provocatrice: le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. En 2014, Janet Yellen, l'actuelle présidente de la Fed, peut annoncer unilatéralement la fin de la politique de quantitative easing. Ainsi, depuis plus de 40 ans, la devise clé est pilotée en fonction des seuls intérêts de la politique économique américaine. Et rien n'a ébranlé la suprématie du billet vert. Ni la multiplication des crises financières, ni la création de l'euro, ni la montée des émergents, ni l'affirmation de la Chine comme grande puissance économique. Même les colossaux déficits américains et l'explosion financière de 2008 n'ont pas remis en cause le rôle pivot du dollar dans le grand désordre monétaire international. Bonjour Michel Aguieta. Bonjour. Michel Aguieta, vous venez de publier avec Virginie Couder « Le dollar et le système monétaire international » aux éditions La Découverte. Alors, je reprends le thème de mon introduction. Comment expliquer que le billet vert, malgré toutes ces crises et turpitudes, domine toujours le système monétaire international? Oui, la caractéristique essentielle pour le comprendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un système monétaire international et que fait-il? Il a deux caractéristiques essentielles qui sont une liquidité. On sait à quel point le besoin de liquidité est massif pour faire fonctionner une économie, et une économie en particulier dans laquelle la finance est prépondérante. Donc, il définit une liquidité, et cette liquidité est acceptée par l'ensemble des partenaires qui font des échanges internationaux. Car le point essentiel de la liquidité, c'est son unicité. Il faut qu'il y ait une forme ultime de liquidité. Et lorsque la demande, ce qui veut dire que la demande des acteurs qui ont besoin d'une monnaie commune pour les transactions, pour les paiements, pour définir leurs réserves, pour libeller des contrats, eh bien, ça veut dire que leur demande individuelle est fonction de la demande des autres. Et par conséquent, vous avez nécessairement une polarisation. Et comme chacun sait, lorsque vous avez des effets de réseau très importants qui résultent de ce processus d'agrégation de la demande, ça a une inertie extrêmement formidable. Hein. Il est très difficile de faire évoluer les choses dans un autre sens. Et par conséquent, la caractéristique même de la fonction de liquidité produit cette domination. Il y a un effet de renforcement cumulatif. Voilà, absolument, hein, qui résulte des comportements même des demandeurs de la recherche de cette liquidité. À partir du moment où elle est stabilisée en plus, soit par des règles, et ça a été le cas de la période Bretton Woods, soit par la permanence, disons, d'une supériorité, on ne peut pas nécessairement parler d'hégémonie, mais en tout cas d'une supériorité dans des domaines politiques, militaires, disons extra-économiques, vous avez l'auto-renforcement de cette devise qui se maintient. Surtout si elle n'a pas de concurrent. Et pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à l'existence de l'euro, et jusqu'à la montée en puissance de la Chine, il n'y avait aucun concurrent. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les Allemands avec le mark et les Japonais avec le yen ne voulaient jouer ce rôle. Ils ne voulaient pas. Et en conséquence, le dollar n'avait aucun concurrent pendant toutes les périodes qui ont suivi la fin du système de Bretton Woods. Alors, aucune autre monnaie ne voulait jouer ce rôle parce que jouer ce rôle a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Alors, quels avantages les États-Unis tirent de cette situation d'avoir la monnaie centrale, la monnaie pivot? Alors, l'avantage de la monnaie centrale, donc ce qu'on a appelé le privilège exorbitant, alors, les Français ont appelé ça le privilège exorbitant, c'est que les conditions dans lesquelles vous empruntez et prêtez, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles vous projetez vos forces économiques dans le reste du monde par l'intermédiaire des entreprises multinationales, par l'intermédiaire des placements à l'étranger, etc., sont financées à des coûts plus faibles que les autres. Donc le coût du capital est plus bas dans le pays. Le coût du capital plus bas. Est plus bas dans le pays émetteur de la devise clé. Ce qui lui permet d'ailleurs, on le voit à travers la balance des paiements,
de financer en termes d'exportation de capitaux, de les placer sur des actifs qui ont des rendements plus élevés que les emprunts qu'il fait. Et on peut chiffrer d'ailleurs cet avantage. Cet avantage peut se chiffrer, c'est-à-dire que ça peut inverser véritablement, pas inverser, mais réduire considérablement la perception que l'on a du déséquilibre de la balance des paiements américains. Lorsque les Américains, grâce à cette monnaie, s'endettent beaucoup dans le reste du monde, ça apparaît dans la balance des paiements tel que le FMI le calcule comme un déficit qui s'est accru énormément, à 6-8% du PIB. Lorsque vous prenez en compte ce qu'on appelle les effets de valorisation, c'est-à-dire le fait que la valeur des placements est plus importante pour les placements des États-Unis à l'étranger que les placements des étrangers aux États-Unis, qui se mettent justement parce qu'eux recherchent la liquidité, donc ils recherchent des actifs sûrs, donc ils recherchent des bons du Trésor américain, alors que les Américains, quand ils vont à l'étranger, cherchent des actions, cherchent des actifs. Cela provoque une formidable attractivité. Alors cette attractivité se traduit par le fait que ça vous réduit à peu près de moitié le déséquilibre extérieur dans les périodes où il a été le plus important. Alors, on a abandonné le système de Bretton Woods et les parités fixes en 1973. Le Gold Exchange Standard a été abandonné dans cette période. Comment vous définiriez le système monétaire international tel qu'il existe actuellement? Alors, moi, je l'ai dans le livre et dans les travaux que j'ai faits depuis une vingtaine d'années, je le définis comme un semi-étalon dollar. Semi-étalon dollar, ça veut dire que il n'y a pas d'étalon officiel juridiquement, mais il y a les choix, et les choix sont encore une fois liés à cette polarisation sur la liquidité. Et donc vous avez, mais l'autre élément important qu'il faut prendre en compte, c'est le régime de change. Donc les pays choisissent finalement, par leurs acteurs privés d'ailleurs, la monnaie dans laquelle ils veulent, de référence à partir de laquelle ils veulent définir leur sécurité dans les échanges internationaux. Et puis, vous avez l'ajustement de change. Eh bien, vous avez, pourquoi c'est semi-étalon dollar? Parce que vous avez un certain nombre de monnaies dites convertibles, c'est-à-dire qui réalisent toutes les fonctions internationales, donc, dont l'euro, avant c'était le franc, le mark, etc., le dollar canadien et tout ça, donc monnaie convertible. Qui donc sont dans un système de change flexible, c'est-à-dire normalement la Banque centrale, dans des conditions qui ne sont pas exceptionnelles, n'intervient pas sur les marchés de change. Et puis vous avez tous les autres pays, qui sont majoritaires en nombre, qui eux accrochent leur monnaie au dollar, et l'accrochent plus ou moins souplement. Vous avez le cas de ce qu'on appelle le cas extrême, si vous voulez, comme par exemple Hong Kong, qui sont ce qu'on appelle des currency boards, c'est-à-dire des caisses d'émission, qui ont des taux de change absolument fixes vis-à-vis du dollar. Puis vous allez ensuite, si vous voulez, une graduation en fonction des modes de gestion, c'est-à-dire en fonction de l'arbitrage que fait la Banque centrale du pays en question, du pays secondaire, si vous voulez, entre maintenir un taux de change dans certaines marges et le faire évoluer suivant une certaine orientation par rapport aux besoins de politique monétaire interne. Et fait cet arbitrage, et cet arbitrage constitue finalement son choix. Mais ce choix-là, si on le somme, constitue véritablement un accrochage au dollar pour de loin la plus grande partie des monnaies du monde. Alors on a donc toute une série de graduations de rattachement au dollar, des monnaies qui vivent en dehors du système dollar tout en étant payées éventuellement au dollar, je pense au yuan. Ce système conduit à un grand désordre et à de nombreux inconvénients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, c'est ça qui est intéressant parce que donc ça c'est venu à partir des accords de Jamaïque depuis 1976 qui a entériné la fin de Bretton Woods et l'échange flottant. Détachement de l'or. Et en même temps détachement de l'or. Et le point intéressant de ce système, c'est qu'il a permis la globalisation financière, c'est-à-dire que les sources d'émission de monnaie sont devenues des sources privées. Les sources par les grandes banques internationales, par les fonds d'investissement, etc. Donc, des sources privées. Et donc, on a un système qui est déterminé par une logique d'endettement privé. Généralement, ces logiques d'endettement privé sont des logiques qui ont ce que les anglo-saxons appellent un momentum, c'est-à-dire qu'elles ont des processus cumulatifs d'endettement qui mènent à un cycle financier qu'on a vu apparaître.
Un cycle financier de grande ampleur qui s'est trouvé plusieurs fois à travers le grand endettement qui a suivi les chocs pétroliers, puis celui qui a suivi la crise, disons, le développement immobilier de la fin des années 80, puis celui qui a été lié au développement des nouvelles technologies de l'information à la fin des années 90, etc., et le dernier. Donc vous avez un cycle financier qui incorpore la crise comme une caractéristique de la régulation du système, c'est-à-dire qu'il crée à la fois des crises et il les récupère. Et les récupère comment? Justement, grâce à la capacité que les banques centrales ont dans ce cadre-là de jouer un rôle de prêteur en dernier ressort sur un plan massif, puisque vous n'avez plus de contraintes dans l'émission de liquidités internationales en volume. En augmentant la masse monétaire en augmentant la masse monétaire. Et ce qui caractérise la prépondérance du dollar sur un plan statistique, si vous voulez, c'est que malgré l'échange flottant d'une certaine manière au point de vue des principes, on voit que la masse monétaire mondiale, c'est-à-dire l'agrégation des masses monétaires des différents pays, reste assez fortement corrélée à la masse monétaire américaine. Et en sont multiples. Alors on se retrouve dans cette situation avec une masse d'épargne colossale, le fameux saving lot de Bernanke, et en même temps une insuffisance de demande au niveau mondial. Alors maintenant, on a ça. Mais vous voyez, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une polarisation très forte dans les années 2000 qui ont mené à la crise, qui était les pays asiatiques et d'autres pays émergents sortaient des crises de la fin des années 90, qui étaient les leurs. Crise asiatique, crise russe, crise brésilienne, et mexicaine avait commencé, brésilienne et argentine finalement, un chapelet de crises. Et donc, la réponse de ces pays, ça a été une politique réalignée sur l'exportation. Donc, on va faire de l'exportation, on va s'endetter le moins possible et on va accumuler des excédents. Et ces excédents vont nous servir de matelas de réserve qu'on va placer aux États-Unis pour pouvoir, disons, ne plus dépendre des chocs internationaux, ou moins dépendre des chocs internationaux. Et le résultat, ça a été la capacité américaine de dépasser très largement sa croissance potentielle, c'est-à-dire sa capacité de produire chez elle, avec une progression de la consommation et de l'immobilier, de l'investissement des ménages, qui a été en surcroît par rapport à la capacité américaine, et qui a traduit un déséquilibre des paiements internationaux très important. Dans la mesure où ce déséquilibre des paiements américains a rencontré l'intérêt des pays émergents qui voulaient à tout prix accumuler plus de réserves, on a eu ce phénomène qui a duré très longtemps. Et c'est pourquoi ce n'est pas par le déséquilibre international que la crise a éclaté. Elle a éclaté par l'incapacité américaine de gérer cet excès d'endettement domestique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, grâce à ce système, la dette américaine est devenue une marchandise d'exportation? Ah oui, absolument, absolument. Et on voit bien que c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe après la crise? Après la crise, ce que vous avez, c'est un ralentissement en termes de flux de l'accumulation nouvelle de déséquilibres financiers internationaux. C'est-à-dire que le déficit américain s'est réduit, mais il reste un déficit. Ce qui veut dire qu'en stock, vous avez toujours une accumulation, si vous voulez, de dettes américaines et de placements, qui sont des placements liquides. Et on a renforcé les placements liquides puisque la crise a entraîné une aversion pour le risque très importante dans le monde entier. Et donc, ceux qui cherchent la sécurité, ils cherchent le marché le plus liquide, le marché le plus profond, c'est celui des bons du Trésor américain. Alors, comment remettre de l'ordre dans le système? Certains économistes, à la suite de Charles Kindleberger, estiment qu'il ne peut y avoir qu'une situation pour éviter les crises, où il y a un pays hégémonique et une seule monnaie pivot. Est-ce que la crise du système monétaire international n'est pas le signe que cette hégémonie est évanescente? Oui, alors, il allait plus loin. Je veux dire qu'il faut que l'hégémone, c'est-à-dire le leader, prenne en compte les intérêts du reste du monde et il soit un hégémone bienveillant. Et ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le besoin de dollars
qui est celui des transactions du monde entier finalement, qui crée finalement une demande de dollars, correspondent à l'offre de dollars qui est réalisée. Dans la mesure où l'offre américaine est indépendante de la demande de dollars, c'est ça qui rend l'hégémonie difficile. Bon. Cela dit, et donc ça pose un problème sérieux, c'est-à-dire que autant dans la période d'après-guerre, la rareté de dollars entraînait des besoins d'endettement des États-Unis pour pouvoir faciliter le développement du reste du monde, autant ensuite on a été quand même dans des périodes d'excès de dollars, et l'excès de dollars, il a été compensé, on a vu, par le besoin des émergents de sécurité. Bon. Mais le point important, c'est quand même la montée d'autres devises. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la phase qui va jusqu'à la fin des années 90, enfin jusqu'à la fin du siècle, en fait, dernier, dans lequel il n'y avait pas de concurrents. Il y a des concurrents potentiels maintenant. Et ces concurrents potentiels sont évidemment l'euro. Si l'euro devenait une monnaie complète, c'est-à-dire qu'il y a une mutualisation des dettes publiques en Europe, l'euro est exactement dans la taille du marché américain au plan financier, et par conséquent, ça serait un concurrent direct du dollar en termes des caractéristiques économiques qui en font le candidat à une monnaie clé. Le yuan, c'est plus tard. Hein. C'est plus tard puisque la convertibilité complète du yuan est probablement à la fin de la décennie actuelle. Bon. Mais il y a une montée en puissance de la Chine. Et donc, alors, où est le problème à ce moment-là? On pourrait dire qu'il n'y a aucun problème. On va partager le risque, comme on le fait toujours dans le système financier. On partage le risque et donc les gens, ils vont choisir 3 devises suivant leurs préoccupations sans problème. Mais non, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. La liquidité implique polarisation sur un actif ultime que tout le monde accepte. Et donc la concurrence des devises pose un très gros problème lorsque c'est une concurrence pour cette fonction. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes sur la possibilité, c'est ce que montre la théorie monétaire, d'équilibre multiple. C'est-à-dire qu'en fonction de différences dans les politiques monétaires, les portefeuilles internationaux des investisseurs peuvent basculer d'une devise sur l'autre d'une manière extrêmement brutale. Donc on risque un système instable. Voilà le problème. Alors vous l'avez dit, on n'est pas dans une situation d'hégémonie bienveillante. Hein, les États-Unis définissent une politique monétaire en leur faveur, en faveur des intérêts américains. Alors, vous concevez un autre système monétaire international qui serait, lui, à 2 étages. Oui, enfin, donc moi je pars des tendances de l'économie mondiale. Ce que je ne crois pas, c'est qu'il va y avoir un nouveau Bretton Woods qui peut arriver dans l'année prochaine, etc. Donc, on ne voit pas 50 pays se mettre autour de la table? Oui, mais même 3 ou 4, je veux dire, les plus importants. L'autre fois, il y avait 2 pays qui s'étaient mis d'accord. Puis après, on a fait une conférence où les autres ont entériné Bretton Woods. Mais le point crucial, c'est, il me semble, le suivant. L'évolution de l'économie mondiale a plusieurs caractéristiques. Des menaces qui correspondent à une absence de biens publics globaux, ou ce qu'on appelle d'externalités globales, comme par exemple le climat, les raretés de l'eau, les raretés de ressources naturelles, les problèmes que peut poser la question de la sécurité des matières premières. Donc c'est les problèmes de fond de l'ensemble du monde, qui n'étaient pas du tout perçus de la même manière dans les crises antérieures, qui apparaissaient comme des crises de conflits de puissance ou des crises qui avaient une caractéristique proprement économique. Donc il y a ces externalités qui impliquent une gouvernance mondiale. Ou bien, en effet, elles peuvent relancer des conflits qui redeviendraient des conflits violents. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que la montée en puissance de puissance continentale n'est pas le remplacement des États-Unis par une autre puissance qui redeviendra hégémonique. Rien de tel n'est indiqué aujourd'hui. On est dans une concurrence de puissance. On est dans une concurrence de puissance qui se réalise à travers le rattrapage des pays émergents, à travers la densification d'échanges qui sont plus régionalisés depuis la crise que multilatéraux, et que les Américains essayent de faire multilatéraux. C'est pour ça qu'ils cherchent à avoir, à la fois du côté transpacifique et du côté transatlantique, des accords de libre-échange. Mais le côté... Alors là, il y a un conflit, parce que la Chine ne s'intéresse pas à ça. Elle ne veut pas ça. Hein. La Chine pense espaces régionaux, non-ingérence surtout politique à l'intérieur des espaces considérés,
Elle pense que le marché chinois qui arrive du fait du développement de la classe mondiale, la classe moyenne chinoise, est un marché d'une attractivité qui était celui que les Américains avaient à la fin du 19e siècle. Et donc, par ce marché chinois, il va y avoir une polarisation sur la Chine et que, par conséquent, les normes qu'elle définira, à la fois en termes de consommation, etc., mais aussi en termes monétaires, seront finalement acceptées parce que ça sera de l'intérêt des pays autour. Hein. Donc, ce n'est pas toute l'Asie, c'est l'Asie de l'Est. Hein. Et d'autre part, l'Europe est quand même, pour ceux qui pensent que l'Europe peut, si vous voulez, continuer à se construire, c'est la complétude de l'euro, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que l'euro devient la monnaie de l'Europe. Donc vous avez des espaces régionaux importants. Mais comment pourrait fonctionner ce système pluridevises avec des espaces régionaux, les espaces que vous évoquez? Ça étant, dans le cas de la Chine, ce qu'elle essaie de construire au niveau monétaire, ce n'est pas au niveau régional, puisque c'est dans le cadre des BRICS. Non, dans le cadre des BRICS, c'est autre chose. Hein. Il y a deux choses que les Chinois veulent faire. C'est pour ça qu'ils ont défini deux banques, d'ailleurs. Une banque d'investissement proprement asiatique, et puis ensuite la participation à une banque d'investissement mondiale, en quelque sorte. Hein. Et pourquoi ils le font? Ils le font parce que les Américains ont bloqué l'évolution du Fonds monétaire international, en bloquant des décisions qui avaient déjà été faites, hein, qui avaient déjà été prises. Donc ils ont renié leur parole. Le Congrès américain a renié la parole du gouvernement américain de donner plus de poids aux pays émergents dans la gestion du Fonds monétaire. C'est en fonction de ça que cette année, au mois de juillet, les BRICS ont pris cette décision de contourner le FMI. Michel Aglietta, comment pourrait fonctionner, quelle serait l'architecture d'un système pluridevises? Alors pour moi, l'architecture d'un système pluridevises, c'est un système dans lequel le principe de subsidiarité joue. C'est déjà une chose importante. C'est-à-dire énormément de déséquilibres et de crises peuvent être contenus par le rôle de prêteur en dernier ressort de la Banque centrale régionale. Pensez à la crise les crises européennes, de l'Europe de l'Est notamment. Elles doivent normalement être contenues dans l'espace européen. Mais on a fait appel au FMI. On a fait appel au FMI parce que l'euro n'est pas monnaie complète et n'a pas les caractéristiques qui permettaient à la Banque centrale européenne de jouer le rôle qu'il faut. Supposons qu'elle soit arrivée. Les prêteurs en dernier ressort au niveau régional. Tout à fait, absolument. Hein. Et donc, ce qui reste, c'est les relations multilatérales entre espaces. Bon. Et dans les relations multilatérales entre espaces, il y a deux possibilités. Donc. Ou bien il y a la constitution. Donc, n'oublions pas les deux fonctions essentielles, une liquidité ultime et des mécanismes d'ajustement de balance des paiements par le change. Une liquidité ultime, dans un tel système, elle est forcément extraterritoriale, elle est mondiale. D'où on revient au plan Keynes, d'une certaine manière, c'est-à-dire l'institution d'une monnaie qui n'est la dette d'aucun pays. Et la force du DTS au plan formel, c'est d'être ça. Ce n'est la dette d'aucun pays, c'est une allocation ex nihilo. Les droits de tirage spéciaux. Et donc, les droits de tirage spéciaux pourraient devenir, dès lors que leur règle d'émission serait devenue une vraie règle monétaire. Mais en rééquilibrant le contenu des droits de tirage spéciaux. Mais bien entendu. En ouvrant la porte aux pays émergents. Alors, c'est ça, d'abord, il y a la définition des droits de tirage spéciaux. Mais alors, là, on en parle de l'entrée du yuan dans le panier qui définit le DTS. Dès maintenant, hein, on en parle. Mais surtout, il faut qu'il y ait un minimum de gouvernance monétaire multilatérale. Alors, c'est quoi? C'est que tout le monde tout le monde, ça veut dire les grandes banques centrales et par conséquent la définition des grands systèmes monétaires régionaux en question, qui soient entièrement d'accord sur une même régulation financière, qui soient d'accord sur une politique macroprudentielle suivant des principes communs. Il faut une surveillance multilatérale des déséquilibres globaux, c'est-à-dire du risque systémique entre zones par le Fonds monétaire international. Et il faut des conférences périodiques, si vous voulez, hein, à l'intérieur du Fonds monétaire pour voir les divergences de politique économique et les effets que ça peut avoir en termes d'accumulation de déséquilibres, pour que les déséquilibres ne s'accumulent pas. Donc, c'est une espèce de gouvernance multilatérale minimale, ce qui suppose en effet que le Fonds monétaire, au plan politique, redevienne une instance monétaire, qui n'est pas. Hein. N'oublions pas que le Fonds monétaire, depuis la fin de Bretton Woods, est devenu plutôt une instance
de gestion des dettes, de gestion des dettes publiques des pays émergents pour l'essentiel, de mentor des dettes publiques. Hein. Et puis maintenant, plus seulement pour les pays émergents, mais pour l'Europe elle-même. Hein. Donc, mais son rôle, il n'a pas le rôle monétaire d'une certaine manière, il ne le joue pas. Donc, et il faut, alors l'émission de DTS comme une émission d'une monnaie, et non pas comme une allocation, si vous voulez, purement politique telle qu'elle est aujourd'hui, aurait comme effet que le Fonds monétaire pourrait prendre la fonction de prêteur en dernier ressort international pour les pays dont les monnaies ne sont pas convertibles. Et dans le cas, parce que ce n'est pas le monde entier qui va être couvert par des zones, il restera encore beaucoup de pays qui seront en dehors des 3 zones dont j'ai parlé. Et donc, le Fonds monétaire devenant prêteur en dernier ressort international permet d'éviter cette accumulation de dollars que chaque pays cherchant une auto-assurance pour son propre compte est obligé de faire. Donc il y aura une réduction des besoins de dollars assez considérable en même temps. Ce que vous proposez, c'est la victoire de Keynes 60 ans après. Absolument. Michel Aglietta, je vous remercie pour ces explications.